La mondialisation, c'est un mot flou, un concept incertain, à la fois un étendard pour les uns, un épouvantail pour les autres. Une des raisons de ces visions très idéologiques et très contrastées est son extrême complexité. Notre monde est à la fois local, national, régional, international et transnational. On le dit glocal. Un monde diversifié, inégal, mobile, changeant. Et la mondialisation, en fait, les processus de mondialisation remettent en question l'ensemble des pratiques sociales et même des concepts qui permettent de les analyser. Ces processus sont ambivalents et paradoxaux. Le premier paradoxe est entre un ordre international interétatique fondé sur une hiérarchie de rapports de puissance entre les États et des acteurs accélérateurs de la mondialisation, eux-mêmes hiérarchisés, qui sont fondamentalement transnationaux, que ce soit les firmes, les ONG, les bourses, Internet, Twitter, etc. Le deuxième paradoxe est entre un ordre international interétatique fondé sur des souverainetés territoriales protégées par des frontières, où l'État a le monopole de la violence légitime, et des flux transnationaux pour lesquels ces frontières sont des obstacles à franchir au moindre coût, à contourner, à transcender, voire à supprimer. Le troisième paradoxe est plus généralement entre une dynamique d'intégration, d'inclusion, d'unification et son contraire, l'exclusion, toutes sortes d'exclusions. Il n'y a pas de consensus sur une définition de la mondialisation. Alors on peut tenter de la définir par ses principales manifestations. Une mondialisation économique d'abord, avec la division internationale du travail, une explosion des flux de commerce, une intégration des marchés à l'échelle mondiale, stimulée par le développement des transports, la libéralisation des échanges de biens et de services. Donc, un développement spectaculaire des interdépendances, des échanges et des mobilités, mobilité de biens, d'informations, de capitaux, de personnes, etc. Ensuite, une mondialisation financière, avec l'explosion du capitalisme financier dont les flux, licites et illicites, organise et détermine la vie des individus et des sociétés. Une mondialisation culturelle aussi, avec la consommation de masse des biens culturels et une homogénéisation de la façon de parler, de s'habiller, de se former, de penser, de se distraire, de se cultiver, de se déplacer ou de se nourrir. Dans cette analyse en tiroir, le trait commun est la capacité d'inclusion des individus, avec ou sans leur consentement, au centre ou à la marge des processus. Toutes les sociétés sont concernées, plus d'échappatoire, plus d'isolat possible. Et cela, même s'il existe entre les sociétés et à l'intérieur des sociétés des variations de forme et de degré de ces dépendances. Mais on peut aussi tenter de définir la mondialisation par ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une mondialisation comme les autres. Les historiens et les économistes parlent de première mondialisation du XVe au XVIe siècle au XVIIIe siècle, avec les grandes découvertes, la première vague de colonisation et cette projection transatlantique de l'Europe par le commerce qui transporte, qui exporte avec les esclaves africains dans les bateaux bien d'autres choses que sont le modèle de l'État national territorial, le capitalisme, l'individualisme, les langues et une religion. Puis, il parle d'une deuxième mondialisation, plus puissante encore, celle de la révolution industrielle du XIXe, et une nouvelle vague de colonisation étendue au monde entier, et dont la crise de 29 démontre à tous les effets d'interdépendance. Mais notre mondialisation contemporaine, celle dans laquelle nous sommes tous peu ou prou immergés, et qui débute à la fin du XXe siècle, est un saut quantitatif et qualitatif considérable de ces interdépendances, une accélération, complexification pour laquelle les outils d'analyse sont encore bien imparfaits. Elle n'est pas non plus une internationalisation, ni une universalisation, ni une occidentalisation. Pas une internationalisation, car ce qui domine, ce qui organise, ce sont des flux transnationaux. Pas une universalisation, car elle englobe des sociétés et des individus de façon diversifiée et inégale, économiquement, socialement, symboliquement, culturellement. Elle n'est pas non plus une occidentalisation, car les différentes sociétés, États, entreprises, individus qui y participent n'en ont pas la même conception, ni la même perception, ni les mêmes pratiques. Enfin, elle n'est pas non plus un projet politique construit délibérément par une élite mondiale plus ou moins occulte, stigmatisée dans les conceptions complotistes. Mais en revanche, elle est devenue un phénomène politique mondial. Il n'y a pas eu de projet politique, de pensée, d'invention politique de cette mondialisation, même s'il y a eu des décisions politiques d'accompagnement de ces processus, notamment sur le plan économique, par les dérégulations, les libéralisations des échanges, etc. Elle est devenue un phénomène politique mondial
car le modèle de développement dominant de la régulation par le marché en fait aujourd'hui une forme hégémonique, très diversement vécue dans les sociétés du Nord et mal vécue dans les sociétés du Sud et dans les pays émergents. Revenons maintenant au processus levier de la révolution technologique de la communication généralisée. L'objet connecté dans votre poche, c'est à la fois l'ubiquité et l'individualisation extrême. Partout en même temps, de façon instantanée et par contact direct d'individu à individu. Avec Internet potentiellement en tout lieu, la distance n'a plus de sens. Il existe un espace commun, mondial et unique. Pour s'informer, se former, pour se mobiliser, revendiquer, pour consommer, voir la très forte croissance du e-commerce avec les géants globaux comme Amazon ou Alibaba, ou pour maintenir des liens transnationaux pour les migrants, les réfugiés, les diasporas, les générations familiales, etc. Cette densification, complexification sans médiation apparente, cette hyper-réticularité ont bouleversé les pratiques sociales, sociétales, économiques, politiques et spatiales d'une façon dont on mesure encore mal les effets. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Il y a bien une médiation, celle des entreprises monstres de l'Internet, Google, Facebook, Twitter. Et une course technologique effrénée, des investissements considérables en recherche et développement et dans les infrastructures, les satellites, les câbles sous-marins, les fibres, les data centers géants, etc. Il y a une concurrence terrible pour capturer, surveiller et surtout vendre vos données personnelles. Nous sommes tracés, géolocalisés, généralement à notre insu. Il y a bien des censeurs, même si pour les États qui veulent isoler leur population de ce flux, le coût politique est de plus en plus élevé puisque cette censure est immédiatement visible et dénoncée sur les réseaux sociaux. Il y a bien des crypteurs pour protéger les données, et c'est une industrie florissante, ou se protéger des contrôles. Il y a des gendarmes pour surveiller. Un débat mondial tendu entre citoyens, États sur la pente sécuritaire face au terrorisme et firmes multinationales de l'Internet porte justement sur ces surveillances et ces contrôles. Il y a des hackers, pirates, pour s'introduire de façon ciblée ou massive, paralyser, détourner, désinformer, rançonner. Bref, une cybercriminalité très active. Mais cette inclusion informationnelle d'individus plus ou moins agglomérés en communautés d'amis n'est pas une intégration sociale, d'autant plus que beaucoup en restent exclus malgré l'augmentation de l'accès à la communication dans les pays du Sud, terrain privilégié des entreprises de télécommunications. Donc, n'en déplaise aux antimondialistes et aux nostalgiques, les capacités et les usages d'Internet et des réseaux sociaux ont tout changé. Par l'ouverture des frontières, par l'accès à l'information et à l'échange, pour des millions de personnes qui en ignoraient tout, par l'augmentation spectaculaire du volume et de la vitesse de diffusion de contenus de tout type, et par la diversification et multiplication à l'infini des producteurs de contenus, des individus, des groupes, des institutions, des entreprises, des mafias. Mais le résultat de cette ouverture reste très ambivalent, car la circulation et la viralité des images et des tweetos lapidaires de 140 caractères se font souvent au détriment de la qualité des contenus et donc exposent les plus fragiles et les moins formés aux manipulations et à la désinformation. Voyons maintenant quelles sont les principales conséquences sur l'espace mondial. Premièrement, le monde mondialisé réticulaire est très fortement inégalitaire et pour certains, il doit le rester. C'est un cliché, une illusion, une erreur que de postuler que la mondialisation fait perdre au lieu toute importance. Non. Les réseaux sont fortement hiérarchisés et connectent des lieux qui n'ont pas tous la même valeur. Cette mondialisation a besoin pour s'approfondir de différences entre les lieux du monde, différences de salaire, de cadre juridique, de type de consommation, etc. Et pour ces réseaux qui sont des liens entre des lieux et entre des acteurs à l'échelle mondiale, l'information fluide est absolument indispensable. Deuxièmement, la visibilité croissante des inégalités, des souffrances et des luttes. Ce qui était caché ou ignoré saute aux yeux, dont ces hiérarchies et ces inégalités, qui sont ressenties d'autant plus comme des injustices. Au-delà des effets spectaculaires comme la circulation virale de « Je suis Charlie » ou la photo du corps d'un enfant syrien sur une plage, l'immersion dans les mouvements sociaux ou les conflits et la diffusion instantanée de leurs images changent la donne politique mondiale. Et chaque outil nouveau périme rapidement le précédent. Les applications pour téléphone permettent l'immersion dans les conflits et les mobilisations, diffusées en direct et massivement. Elles sont à la portée de tous, car moins coûteuses, plus agiles, moins filtrées et plus accessibles. Dans cet espace virtuel mondial du live, pauvre en médiation d'interprétation, de contextualisation et de mise à distance,
c'est créer un espace immense pour la communication politique, pour les entrepreneurs politiques, les entrepreneurs identitaires et les entrepreneurs de violence, qu'il s'agisse du recrutement des djihadistes, des réseaux d'extrême droite, des pétitions en ligne, des lanceurs d'alerte, des nouvelles mobilisations et solidarités, où photos et vidéos jouent un rôle essentiel en fonctionnant sur l'émotion. Quels seront les effets en profondeur sur les sociétés et sur les individus et les systèmes politiques de ces nouvelles proximités qui ne nécessitent plus ni la connaissance de l'autre et de la diversité des constructions sociales, ni la contiguïté dans un même espace et un même territoire. Ces nouvelles proximités relient, mais elles n'intègrent pas. Troisième point enfin, il y a état d'urgence dans l'espace mondial. L'ensemble des sociétés du monde, qui ne forment pas encore une société mondiale, se trouvent face à un couple étrange et explosif, anomie-visibilité. L'anomie, c'est-à-dire l'absence de règles, car la question est de savoir qui régule, comment et au nom de quoi et pour qui. Comment réguler ce mélange incroyable d'acteurs et de réseaux? La régulation par le hard power est un échec, à la fois très coûteux et inefficace. Les guerres sont sans fin, les interventions sont victoires, et le terrorisme mondialisé est incontrôlable. La régulation par le soft power est bien usée. Par exemple, l'hégémonie culturelle américaine ne s'est pas transformée en hégémonie politique. La capacité des États à définir un modèle propre de développement et des politiques publiques autonomes est de plus en plus contrainte, particulièrement dans les pays émergents du Sud. Les timides tentatives de régulation de la finance transnationale et de ses paradis fiscaux opaques sont de peu d'effet. Les flux mafieux transnationaux, trafic de drogue, de personnes, d'armes, de médicaments, etc. prospèrent. La gouvernance globale des migrations n'existe pas. Autrement dit, la question posée est celle de la souveraineté. Elle reste la base du système international et est de plus en plus en décalage avec le fonctionnement effectif du monde globalisé. Ce qui est aussi en jeu aujourd'hui, dans ce couple explosif anomie-visibilité, c'est la question de la démocratie. Car il n'y a pas eu d'invention alternative à celle de l'État pour la construction, l'exercice et la protection de la démocratie. Ce qui enfin est en jeu, c'est l'urgence de la réduction du fossé entre l'inclusion économique et informationnelle et l'exclusion sociale. C'est la nécessité d'intégrer socialement face à un marché qui désintègre. La gouvernance de la mondialisation n'a pas d'institution, ne prend pas en compte les acteurs privés, pourtant dominants, firmes multinationales, acteurs religieux, acteurs sociaux. Elle n'a pas d'objectif, ni de modalité de mise en œuvre. Enfin, ce qui est en jeu, c'est de réduire l'exclusion politique et la négation de l'altérité. Il ne peut pas y avoir de mondialisation soutenable sans la prise en compte des autres, avec leur histoire, leurs économies, leurs sociétés et leurs espaces. Ce qui est en jeu, c'est la capacité à construire, partager et mettre en place une vision de la soutenabilité sociale et environnementale à long terme, qui prenne en compte les biens communs et les besoins des individus et des sociétés dans leur diversité, leurs souffrances et leurs attentes. Ces questions sont pourtant posées depuis plus de 40 ans, par le rapport Meadows en 1970, le rapport Brundtland en 1987, ou encore le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale des mondialisations en 2004. L'absence d'espace pour concevoir une coopération régulatrice entre tous les acteurs et dans le monde entier, qu'ils soient publics, organisations internationales, régions, États, communautés territoriales ou privés, firmes multinationales, organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, cette absence d'espace de coopération aggrave très dangereusement les frustrations. Et ces frustrations nourrissent les cris morbides de ceux qui, de plus en plus nombreux, appellent au repli dans des espaces nationaux bien gardés, qui sont autant d'illusions périlleuses et porteuses de guerre.